Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Christophe Et Hardy. bienvenue, vous êtes en charge de l'industrie au sein du gouvernement. Et hier, c'était une bonne journée pour vous parce qu'il y a eu cette fameuse enquête EY sur la France qui reste le pays préservé, préféré en Europe pour les investisseurs étrangers. Alors avec la crise, il y a quand même une baisse évidemment de ces investissements, mais la première place de la France est là. À quoi attribuez-vous notre performance ? Cette première place, elle existe depuis maintenant 2 ans et la France est également sur la première place du podium pour les projets industriels depuis 3 ans. Et cette bonne performance, elle est très clairement connectée à toute la politique d'attractivité qu'a souhaité le président de la République et que nous avons mis en œuvre, en matière de fiscalité, que nous avons mis en œuvre en matière d'accompagnement des entreprises, de simplification de leur installation en France. Je pense notamment aux projets industriels pour leur permettre d'installer plus vite de nouveaux sites industriels ou de faire des extensions de sites industriels en un temps beaucoup plus court. Et c'est également lié à l'attractivité de notre marché français. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une autre raison un peu cachée ? Il est facile en France d'obtenir des aides publiques, de l'argent public, qu'on ne rembourse pas forcément, même si on ne tient pas ses promesses en termes d'emploi. En gros, on peut être un peu un patron voyou sans Je ne le crois pas parce que les aides en matière de soutien aux entreprises et à l'industrie sont beaucoup plus importantes dans les pays de l'Est européen. Donc, si c'était qu'une question d'aide, le match serait vite fait. Non, ce qui fait la différence, c'est vraiment l'attractivité des talents français, puisque nous avons des ingénieurs qui sont reconnus et des techniciens parmi les meilleurs du monde. C'est la situation en termes en Europe, où on peut, géographiquement, on est quand même au cœur de l'Europe de l'Ouest, qui est le plus gros marché. Et c'est également tous les efforts qui ont été faits par le gouvernement pour rendre la France plus attractive. Et encore une fois, regardons l'évolution du classement au fil des années. On voit le pivotement à compter du moment où nous rentrons, où nous prenons un certain nombre de mesures pour attirer ces investisseurs étrangers. Je veux également dire une chose intéressante. Sur les projets industriels, nous avons autant de projets que l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne réunis. Ça veut dire que ce qui était la fatalité de la désindustrialisation était en fait une fatalité de personnages politiques qui ne s'étaient pas engagés. Avec de la détermination, je ne dis pas que ce soit facile, mais on arrive à réindustrialiser la France et c'est tout le propos du président de la République. Est-ce que ça ne va pas plafonner parce qu'on a du mal à former les personnels dont auront besoin ces investisseurs ? Vous avez raison, c'est un sujet très important, très prégnant, qui n'est pas propre à la France, parce que les difficultés de recrutement, vous les retrouvez en Pologne, mais en l'Allemagne a une Tchéquie, culture de l'apprentissage en qu'on n'a Allemagne. pas. Oui, mais malgré tout, vous avez du mal à recruter aujourd'hui en Allemagne. Le paradoxe, je dirais, français, c'est que le taux de chômage est plus élevé en France que dans d'autres pays, alors qu'on a du mal à recruter. Donc tout l'enjeu, et c'est aussi un des combats du gouvernement que l'on voit dans l'investissement sur le volet social du plan de relance, par exemple, qui est vraiment le troisième pilier. Vous avez un pilier transition écologique, un pilier compétitivité, innovation et un pilier qui est destiné à investir dans les compétences et à faire en sorte que les Français puissent se former, puissent se reconvertir, puissent avoir accès à des métiers mieux payés et sur lesquels on recrute. Mais c'est vrai que c'est un combat de plus long terme. 58% des investisseurs étrangers disent quand même que sur 2021, ils pourraient réduire ou reporter leurs projets d'investissement. Comment les rassurer à court terme ? Pour les rassurer, il faut diminuer leurs risques et c'est ce que nous faisons avec le plan de relance. Le plan de relance, c'est 100 milliards d'euros, dont 35 milliards d'euros pour l'industrie. Et aujourd'hui, nous avons accompagné près de 2000 entreprises. Près de 2000 entreprises. Ce n'est pas nécessairement des entreprises étrangères d'ailleurs, c'est plutôt des entreprises françaises, parce que c'est beaucoup de PME, beaucoup de TI, plus de 80%. Mais ces accompagnements permettent aux entreprises de prendre des risques plus importants et d'investir tout de suite. Et c'est ce que nous voulons faire. Ça représente plus de 8 milliards d'euros d'investissement industriel grâce au plan de relance. C'est inédit, jamais vu, c'est 20 fois le plan de relance de post-crise 2008-2009. Quelques secteurs souffrent particulièrement, notamment l'aéronautique et l'automobile. Une usine électrique ouvre aujourd'hui, une usine Renault. Mais est-ce que l'automobile va retrouver le niveau d'avant-crise ou jamais ? Alors, l'automobile, au-delà de la crise sanitaire, traverse une transformation due à la transformation écologique et à la transformation numérique qui est totalement inédite. Ils doivent totalement réinventer leur modèle. Donc, cette transformation, nous devons l'accompagner, c'est ce que nous faisons avec le plan automobile. Et effectivement, notre ambition, c'est de faire en sorte de ressortir plus forte,
sachant que nous devons passer du moteur thermique au moteur électrique, au moteur à hydrogène, au moteur bas carbone. Donc, il va avoir des sites dont les emplois vont changer. Je prends l'exemple de l'usine de batterie électrique de PSA. C'est une usine qui est celle de la Française de Mécanique, que connaît très bien les gens du Pas-de-Calais, qui a employé des milliers de personnes. Aujourd'hui, vous avez 1300 opérateurs salariés qui travaillent sur ce site. Demain, ils seront toujours présents sur ce site, mais ils ne feront pas le même métier. Et c'est cela que nous devons aujourd'hui accompagner. Est-ce que vous pensez, comme beaucoup d'élus de terrain, que le pire moment, ça sera vers la fin de l'année 2021? C'est là qu'on verra les faillites, s'il doit y en avoir. Non, je ne le crois pas, parce que depuis que nous accompagnons les entreprises, depuis le début de la crise, on me pose toujours la question de la semaine prochaine, il va y avoir une vague de faillite. Cette vague de faillite ne s'est jamais posée. L'année 2020, nous avons enregistré plus de 30% de moins de faillites qu'en 2019. Je rappelle que l'étiage classique du nombre de faillites, qui est un peu comme voilà, les entreprises se créent, les entreprises meurent, c'est 50 000 faillites par an. Ça, c'est une économie qui se porte bien. Oui. Qui se porte bien. Aujourd'hui, nous ne voyons pas de l'augmentation du nombre de faillites particulièrement. On a mis tout le monde sous perfusion. Nous, on ne les a pas mis sur perfusion, on a compensé la perte de chiffre d'affaires, ce qui veut dire que quand l'entreprise redémarre, elle retrouve son chiffre d'affaires. Donc, il n'y a aucune raison qu'une entreprise qui était en bonne santé en entrée de crise soit en mauvaise santé en sortie de crise. Et c'est ce sur quoi nous avons lancé récemment un plan avec Bruno Le Maire et Éric Dupond-Moretti. L'idée, c'est de dire, si vous avez une difficulté de trésorerie, signalez-vous, parce qu'en fait, on a énormément de dispositifs d'accompagnement. Et ce ne sont pas nécessairement de l'argent, c'est tout simplement de mettre autour de la table les créanciers, de protéger l'entreprise le temps de trouver une solution et de faire en sorte qu'elle passe ce cap. Faudra encore prolonger les prêts garantis par l'État? Pas nécessairement. Cela peut se faire en mettant les créanciers bancaires classiques autour de la table, les fournisseurs, etc. C'est des sujets que nous faisons de manière très classique pour les entreprises en difficulté. On en sauve 90%. Il n'y a aucune raison qu'on ne l'applique pas à des entreprises qui ont été, je dirais, heurtées par la crise, mais qui ont de bons fondamentaux. Après, il est normal que des entreprises qui ne fonctionnent pas bien aillent à la faillite. Là, c'est, je dirais, la vie courante des affaires, mais cela va s'étaler dans le temps et je crois qu'on va retrouver un rythme normal de création d'entreprises et de faillite d'entreprises. Le plan de relance européen a enfin été adopté après un long processus de ratification, mais quand est-ce que les milliards attendus en France vont arriver? Ils vont arriver cet été. 5 milliards d'euros sont d'ores et déjà attendus cet été. Sur un total de 30 environ. Sur un total de 40. Mais ce que je veux dire ici, c'est que nous n'avons pas attendu le plan de relance pour déployer des dispositifs qui pourraient faire l'objet d'un financement européen. C'est-à-dire que nous avons pris les devants avec le plan de relance français. Nous avons construit un plan de relance qui soit complètement intriqué avec le plan de relance européen de façon à ne pas perdre de temps. Et nous avons négocié avec la Commission européenne dès le mois d'octobre les chapitres sur lesquels nous sommes alignés, que ce soit la transformation numérique, que ce soit la transformation écologique et sur lequel nous savons que l'argent européen viendra en soutien de nos projets. Donc aujourd'hui en France, sur les 100 milliards d'euros du plan de relance, d'ores et déjà 30 milliards d'euros ont été déployés. Jean-Luc Mélenchon pense qu'un incident majeur type attentat va se produire juste avant la présidentielle. Il a été victime, après cette déclaration, d'une vidéo d'extrême droite. Que pensez-vous de cette prophétie et de cette attitude de Jean-Luc Mélenchon? Je suis très inquiète de voir un grand responsable politique qui voudrait prétendre aux plus hautes fonctions dans notre République, qui se voit candidat à la présidence de la République et a été candidat à la présidence de la République, tenir des propos complotistes. Pour vous, c'est du complotisme? Je trouve ça totalement irresponsable. Je vous invite aussi à noter qu'il a tenu des propos sur les difficultés des numéros d'urgence en indiquant que c'était également une stratégie de ils, alors on ne sait pas de qui sont ils, pour privatiser les réseaux de télécommunications. Alors, outre que les réseaux de télécommunications sont déjà privatisés, qu'il faudrait peut-être en informer M. Mélenchon, on voit qu'il y a une dérive très inquiétante et je crois qu'il est en train de perdre les pédales. Et je trouve ça très regrettable parce que quand on est un responsable politique, on a une responsabilité vis-à-vis des citoyens. Qu'on ait des propos complotistes sur les réseaux sociaux, c'est dommageable. Il faut faire de la pédagogie, il faut accompagner. Mais je veux dire, chacun est libre de sa pensée. Mais lorsqu'on est un responsable politique,
on est tenu à la vérité vis-à-vis des citoyens. Et ce n'est pas ce que fait M. Mélenchon. La campagne des élections régionales a du mal à prendre. Vous êtes vous-même engagé dans les Hauts-de-France. La République En Marche plafonne dans la plupart des régions. Pourquoi? C'est un problème de parti, l'implantation est récente et ratée, ou c'est un problème de gouvernement, c'est-à-dire c'est votre bilan que les électeurs n'approuvent pas? Alors, moi qui suis sur le terrain, je peux vous dire que lorsque vous posez des questions très simples comme «Mais le gouvernement, pensez-vous que le gouvernement a plutôt bien géré la crise sanitaire? Est-ce que vous avez été correctement accompagné pendant la crise sanitaire?» Les réponses sont très régulièrement positives. Et pourtant, les intentions de vote ne suivent pas. Parce que nous sommes un parti jeune, nous sommes encore peu implantés sur le terrain. Je crois que là, j'enfonce une porte ouverte. D'abord, ce n'est pas la République En Marche, c'est la majorité présidentielle, c'est un positionnement de centre-droit, de centre-gauche et de personnes issues de la société civile. Et notre enjeu, c'est de nous impliquer et d'aller chercher chaque voix sur le terrain. C'est ce que je fais moi dans le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais, c'est un département où vous avez une forte présence du Rassemblement national. Et il est important que des personnes comme moi s'impliquent pour expliquer la politique du gouvernement, parce que le terrain a été tenu par beaucoup de gens qui disaient des contre-vérités sur la politique du gouvernement. Mais est-ce que vous n'êtes pas débordé par la colère des citoyens qui considèrent que, quelles que soient les explications données, il faut sanctionner l'exécutif? Je ne crois pas, parce que pour le faire assez régulièrement, lorsque vous rentrez en connexion avec les citoyens et lorsque vous discutez, vous arrivez assez vite à un propos beaucoup plus nuancé sur l'action du gouvernement, sur le fait que le gouvernement a été au rendez-vous pendant la crise sanitaire et sur le fait qu'en fait, ils ne connaissent pas d'autres personnes qui auraient pu mieux gérer cette crise que le président de la République. Ensuite, c'est naturel que dans un vote s'expriment des frustrations, des colères, et c'est à nous qu'il appartient de convaincre et d'aller chercher chaque vote qui sera un succès. Le président de la République qui est aujourd'hui dans la Drôme, après le Lot la semaine dernière, que doit-il faire de plus pour se réconcilier avec les Français? Je crois aujourd'hui que l'image du président de la République est beaucoup plus proche des Français que peut-être celle qu'ils en avaient en début de quinquennat. Parce que précisément ces crises que nous avons collectivement traversées ont rapproché le président de la République des Français, ont montré qu'il avait une attention, une considération pour les Français. Je crois que le quoi qu'il en coûte l'a montré très clairement, que nous étions un gouvernement qui ne voulait pas laisser des gens au bord de la route. Et je trouve très positif ce tour de France du président de la République, parce que le risque, lorsque vous êtes ministre, ou lorsque vous êtes Premier ministre, ou lorsque vous êtes président de la République, c'est de rester à Paris et d'être coupé des citoyens. Et donc, il est nécessaire régulièrement d'aller au contact des citoyens et d'avoir ce lien direct, je dirais quasiment charnel, avec les Français. Et quand les citoyens vous disent on a essayé la droite, la gauche, la troisième voie macronienne, et ben la prochaine fois on essaiera Marine Le Pen parce qu'il faut donner un grand coup de balai, que répondez-vous? Je leur réponds qu'au-delà, je dirais, de la facilité de ce raisonnement que je comprends, au fond, que propose Madame Le Pen ? Parce que Madame Le Pen, c'est la personne qui propose à la fois de baisser les charges pour les indépendants, mais en même temps d'augmenter le SMIC pour les salariés. C'est la personne qui propose tout ce que veulent entendre les gens du Nord, c'est-à-dire plus de protection, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, et tout ce que veulent entendre les indépendants et les gens du Sud, c'est-à-dire moins de charges sociales et plus de liberté. Et vous voyez bien que ce n'est pas possible. Madame Le Pen n'a pas de ligne politique en matière économique. Madame Le Pen n'est pas présente au Parlement pour voter les lois, et Madame Le Pen est au fond dans un discours de contestation permanente. On lui dirait qu'il faut faire rouge, elle dirait que c'est pas la bonne couleur, qu'il faut faire vert, et quand on dirait vert, elle dirait qu'il faut faire rouge. Agnès Pannier-Runacher, merci, bonne journée.